Quitte-le maintenant avant de souffrir davantage. Il n'est pas encore trop tard, mais bientôt tu seras cuite, tu seras cuit et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Dans ce podcast, je vais t'expliquer pourquoi il vaut mieux éviter d'atteindre le point de non-retour, celui où tu vas souffrir plus que de raison, qui va te coûter aussi cher après la rupture que pendant. Et je te donnerai évidemment des exemples et autres red flags qui vont t'aider. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir que de partager avec vous mon regard si singulier sur la relation amoureuse et sur la jungle qui est devenue le monde du dating. En d'autres termes, de la rencontre. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne de façon à ne plus reproduire ces anciens schémas. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger votre mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Vous trouverez le lien dans la description. Quitte-le maintenant avant de souffrir davantage. Tel va être le thème que je vais développer. Et en effet, lors de mon dernier podcast, qui s'appelle « J'ai des sentiments pour toi mais je ne suis pas amoureux », j'ai été surprise de voir, à travers tous les commentaires reçus, à quel point certaines d'entre vous ont souffert, et parfois de manière tellement caricaturale que la réalité dépasse même la fiction. Si vous êtes dans une relation galère, si vous êtes dans une relation frustrante, une relation qui vous laisse sur votre faim, dans laquelle vous n'osez pas confronter l'autre de peur de vous faire larguer, de peur que l'autre ne boude ou ne vous fasse une crise, si vous êtes en attente depuis longtemps d'une officialisation de la relation ou d'une reconnaissance de votre statut, entre guillemets, on est ensemble, et si bien sûr, malgré votre grande gentillesse, malgré votre grande patience, rien ne se passe, alors vous êtes concerné par ce fameux point de non-retour que vous avez peut-être déjà dépassé. C'est quoi le point de non-retour ? C'est le point après lequel, si vous ne partez pas tout de suite, vous allez souffrir encore plus et encore plus longtemps. Vous allez me dire, c'est très subjectif et très aléatoire. Oui, en effet, c'est très subjectif et très aléatoire, mais je vais vous donner un exemple concret. Déjà un exemple bien marquant pour que vous compreniez à quel moment tout bascule et plus rien n'est contrôlé, et notamment votre souffrance, votre soumission ou votre incapacité à quitter l'autre. Je vais vous donner l'exemple du film Orange Mécanique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un grand classique. C'est un Kubrick. Et dans ce film, il y a une bande de méchants garçons, on va dire, de brutes, qui s'attaquent à une maison. Et je dirais que pendant peut-être 20 à 25 minutes, on a l'impression que quelque chose est encore récupérable et que s'il s'arrêtait maintenant, ou si la cavalerie arrivait comme dans n'importe quel film américain digne de ce nom, la situation pourrait être récupérable et les personnes attaquées dans cette maison pourraient s'en sortir. Et puis à un moment donné, il y a une espèce de spirale de la violence et tout part en vrille. Et là, on sait que c'est trop tard et qu'il n'y a pas d'issue. Eh bien, c'est exactement la même chose dans une relation amoureuse. Au début, vous êtes en observation, vous êtes dans la séduction, vous commencez à voir les premiers red flags, vous commencez à réaliser qu'il y a un souci, et puis vous mettez tout ça sous le tapis parce que forcément, vous avez envie d'y croire, puis la personne a des bons côtés. Et je ne parle pas spécifiquement d'une relation toxique avec un pervers narcissique de base. Je parle d'une relation qui est condamnée parce que l'autre, pour des raisons que l'on va voir, n'est pas disponible. Ce point de non-retour, ce point de bascule, c'est le moment après lequel, si vous ne faites rien, qui va vous coûter très cher. Et à lire vos commentaires, vous êtes capable, parce que vous êtes des gens endurants, d'attendre des années. Ce point de non-retour, il est situé au moment où vous avez constitué suffisamment de preuves, où vous avez eu suffisamment de retours de vos proches pour savoir qu'il faut partir. Et que même si c'est douloureux maintenant, ce le sera beaucoup plus dans quelques temps. Malheureusement, c'est l'opportunité que vous ne saisissez pas. Alors la meilleure façon de vous aider, que j'ai trouvé dans l'immédiat, c'est de vous parler des premiers red flags. Ce qui est violent, c'est que tous les signes sont là, mais qu'on ne veut pas les voir. Et on verra bien sûr dans quelques instants pourquoi. Il faut penser plus à nous lorsque l'on fait des rencontres, à nos objectifs. Une fois que la personne a eu ce qu'elle voulait, elle s'en va, même après plusieurs années. Ça, c'est vrai. J'ai vu des personnes, hommes comme femmes, qui chantaient Ramona à l'autre et qui se barraient au bout de plusieurs années du jour au lendemain. Généralement, soit le coup était préparé depuis longtemps, soit il y avait quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qui est très moderne, qui est vraiment en lien avec ce nouveau mode de relation qui consiste à consommer de la rencontre, du sexe, de l'état amoureux. Que ce soit des serial consommateurs de sexe ou des serial monogames, c'est toujours la même histoire. Mais en général, vous vous en doutez, les red flags se font plus discrets. Et là, je pense à Emma, dont je vous ai déjà parlé dans 2 podcasts, qui pourtant a essayé de signer le contrat avec son nouveau partenaire. Ils avaient passé 1 mois en vacances, sans faire amour.
Ils étaient très 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 engagés tous les deux. Et lorsqu'ils se revoient, là où ils vivent, Emma lui demande un petit peu de signer le contrat. Je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Et le gars est assez flou. Il a l'air plutôt ennuyé. Il lui dit « De toute façon, un couple, ça se construit ». Elle sait pas trop quoi faire. Elle y va quand même, ça se passe bien. Et comme on l'a vu, 3 mois et demi plus tard, donc au bout de 4 mois de relation, 4 mois et demi même, il commence à s'éclipser sur la pointe des pieds. Elle le confronte et il lui dit cette fameuse phrase « J'ai des sentiments pour toi, mais je ne suis pas amoureux de toi ». Il y a plein d'exemples comme celui-là. Et je vais vous donner un contre-exemple. C'est une de mes coachées qui commence à signer le contrat avec son nouveau partenaire et elle lui dit comment tu vois la relation, ouverte, fermée, quelle fréquence on se verrait, qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. Et ça, c'est bien sûr avant qu'il ne rentre dans l'intimité. Et le gars lui dit tout de suite, moi je veux une relation d'exclusivité dans laquelle on communique. Bon, c'est généralement ce qui se passe. Sauf que quand un homme reste flou en disant que une relation, ça se construit, c'est qu'il y a anguille sous roche. Est-ce que c'est le fait que c'est trop tôt pour lui? Est-ce que c'est le fait qu'il ne sait pas ce qu'il veut? Est-ce qu'il se sent intrusé? Dans tous les cas de figure, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les red flags, en réalité, vous les avez. L'autre vous distille, vous égrène les petites réflexions qui vont faire que c'est mort. Ou en tout cas, ça va l'être dans un laps de temps assez court. Donc quand on démarre une relation et que c'est condamné, c'est pas très rigolo. Après, ça ne signifie pas que cette relation va durer des années, mais qu'au moins tous les feux soient ouverts. Et c'est là où vous avez votre part de responsabilité. Finalement, quelque part, vous le saviez. Toujours. Chaque fois qu'une coachée arrive et qu'elle sort d'une histoire, quand je lui fais raconter les débuts et les informations, elle me donne l'élément qui montre la nature de la sauce à laquelle cet homme-là pensait la manger. Et comme je vous l'ai dit 1000 fois, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Alors pour illustrer ce que je suis en train de vous expliquer sur le point de non-retour, je vais vous parler d'un roman de Benjamin Constant qui s'appelle Adolphe, que vous devriez trouver facilement sur le net. Dans le roman, Adolphe a à peu près 22 ans, il est en conflit avec son père et à la recherche de lui-même. Et il rencontre Éléonore, une trentenaire un peu transgressive, qui vit en concubinage avec un homme dont elle a 2 enfants, ce qui pour l'époque, début du 19e siècle, est assez peu fréquent. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est une histoire d'amour passionnel, les deux rentrent dedans, mais très rapidement, Adolphe se rend compte qu'il n'est pas vraiment amoureux d'Éléonore, et que finalement la relation ne l'intéresse plus, mais il est incapable de rompre. Et par conséquent, il est incapable d'agir. Lui, il a compris qu'il n'était pas amoureux, qu'elle ne lui convient pas, tant sur le plan sentimental que sur le plan social. D'ailleurs, à ce moment-là, sa vie professionnelle stagne, et ça correspond au moment où il est en couple avec elle, alors qu'à l'origine, il avait des perspectives intéressantes. Mais pour autant, il n'arrive pas à arrêter cette relation. Évidemment, il se sent coupable parce que pour lui, elle a fait des sacrifices. Il n'a pas envie de lui faire de peine. Il n'arrive pas non plus à gérer la pression qu'elle lui met. Elle a compris qu'il ne l'aimait plus et qu'il désirait rompre. Elle ne peut pas s'y résoudre. Et lui, il a les fesses entre 2 chaises. Il essaie de satisfaire tout le monde et il n'arrive pas à se positionner. Ça, c'est une problématique masculine. Il pourrait aussi lui dire la vérité. J'ai cru t'aimer, je me suis laissé entraîner dans ta passion et j'ai touché mes limites. Comme il n'arrive pas à se positionner, il passe d'un état à l'autre. Lorsqu'il est seul, il se dit qu'il faut rompre et lorsqu'il est avec elle, il n'y parvient pas. Ça ne vous rappelle rien? Combien de fois mes coachés, hommes ou femmes, ont vécu cette situation? Ils sont allés à fond, ils sont montés très haut et ils sont redescendus aussi vite. La différence avec Adolphe, c'est qu'ils ont eu le temps de vivre leur histoire passionnelle, que ça se passe à une époque où les choses vont quand même un peu moins vite. Alors qu'aujourd'hui, c'est une histoire qui dure quelques semaines, voire quelques mois maximum. Adolphe, finalement, est terriblement moderne. Il ressemble à beaucoup d'hommes que mes coachés ont rencontrés, mais aussi à certaines femmes. Les signes, Éléonore les a vus. Déjà, elle sait que socialement, elle n'est pas facile en termes de profil. Elle sait qu'il est beaucoup plus jeune qu'elle et 10 ans à ce moment-là, ça compte énormément. Aujourd'hui, les 10 ans ne se verraient même pas, surtout à cet âge-là. Je trouve que c'est un exemple intéressant parce que lorsque Éléonore voit qu'Adolphe cesse de l'aimer, elle lui met la pression au lieu de revenir à elle-même et de prendre du recul. Sauf que elle a dépassé largement le point de non-retour. Eh bien aujourd'hui, les signes sont là et vous ne les voyez pas. Et ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose de très important que nous montre le livre de Benjamin Constant. C'est que l'homme qui disparaît progressivement n'est pas forcément un salaud de la première engeance qui se venge de sa méchante Cruella qui l'a fait tellement souffrir et qui a dit « Elle m'a tellement fait mal que j'ai le cœur sec et que je ne pourrai plus jamais aimer ». Non, cet homme-là, qui est monté très vite et qui s'est probablement raconté une histoire, peut, tout comme Adolphe, se sentir coupable d'avoir aimé l'amour que cette femme avait à son égard, au point de s'en être gavé et d'en être saturé. Et ceux qui se laissent entraîner par l'extrême sentimentalité de certaines femmes ont parfois honte d'avoir pris sans rien donner. Et je pense à un coaché qui a rencontré quelqu'un qui lui plaisait bien, je pense qu'il était un peu amoureux.
Très vite, elle lui a avoué ses sentiments. Donc en gros, elle lui a dit « je t'aime ». Donc il s'est senti obligé de dire « je t'aime ». Très vite, elle a monté en pression et donc elle a demandé plus. Mais lui, dans la situation dans laquelle il était, avait besoin de temps. Et donc elle lui a fait des scènes. Ils se sont quittés, ils se sont repris. Et à un moment donné, elle est revenue et il a eu l'intelligence de lui dire « en ce moment, je ne peux pas t'apporter ce que tu veux ». Peut-être que si elle avait pris le temps, il lui aurait apporté ce qu'elle voulait. Peut-être que sa séparation était trop récente. Et donc de toute façon, il n'était pas prêt non plus. Mais dans tous les cas de figure, sachant qu'il était séparé, que c'était récent, et rentrant dans cette histoire, alors qu'elle a tous les éléments, elle qui a divorcé depuis un moment, qu'elle lui avoue ses sentiments, entre guillemets, de manière à l'obliger à aller plus loin, elle ne prend pas sa responsabilité dans la rupture. C'est elle qui a décidé de rentrer dans cette relation, de la contrôler et de l'amener là où elle l'avait décidé. Et donc, j'ai envie de vous dire, quand vous vous lancez bille en tête dans une histoire qui pourtant ne semble pas la plus simple du monde, il ne faut pas reprocher à l'autre d'être ambigu. C'est vrai qu'une femme qui aime un homme et qui lui dit ses sentiments est renarcissisante et touchante, surtout après une séparation. Ça fonctionne dans les deux sens. C'est vrai aussi que certaines se laissent happer par l'amour de l'autre, se laissent nourrir, gaver, et ont parfois honte d'avoir pris sans rien donner, ou en tout cas d'avoir pris en donnant très peu. Mais toi qui as donné tout, toi qui s'est jeté à sa tête, pourquoi tu as accepté de donner en recevant beaucoup moins que ce que tu donnais? Comme je l'ai dit dans mon livre, c'est décidé, j'arrête d'être célib. Quand l'autre te donne 10 sous, tu donnes 10 sous. Quand il t'en donne 20, tu en donnes 20. S'il t'en donne 100 d'un coup, c'est trop. Et s'il t'en donne 30, ne lui en donne pas 150. Donc, tu dois, comme je l'ai souvent dit, respecter le ping-pong, ping-pong, ping-pong. Car tout ça est une histoire de rythme. Et ça pose aussi la question suivante. Pourquoi ne pars-tu pas plus tôt? Pourquoi dépasses-tu ton point de non-retour? Comme vient de me le dire une de mes coachées, après 6 mois de relation avec un homme qui lui parle d'un logement social quand elle est en train d'acheter, avec un homme qui est immature, elle m'a dit cette phrase extraordinaire: il avait du potentiel. C'est toujours ce fantasme que vous avez de transformer les Cosettes en princesses et les crapauds en princes charmants. C'est pas ce que l'autre pourrait devenir, c'est ce qu'il est en train de vous proposer dans cette espèce de contrat de la rencontre que vous venez de faire. Vous ne signez pas avec un potentiel, vous signez avec un être qui est réel et qui est en face de vous et qui est là où il est. Ça ne veut pas dire qu'à deux, vous n'allez pas évoluer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas, surtout si vous n'avez pas 20 ans, parce que là, dans ce cas-là, c'est normal, on grandit ensemble. Et si vous avez passé les 35 ans, et même les 30 ans, vous signez avec un être qui est exactement le résultat de sa vie. Alors, ne signez pas avec un potentiel. Il y a aussi l'espoir que l'autre changera. Vous connaissez cette phrase d'Oscar Wilde: tout homme pense que sa femme ne changera pas, toute femme pense que son homme changera, les deux se trompent. Et puis bien sûr, l'argument ultime, et c'est là où j'aborde le cœur du sujet, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit maintes fois, vous recréez dans la relation affective le trauma d'origine. Et donc, une fois que tu es passé de l'autre côté du point de non-retour que tu subis, tu es cuite, et tu vas en redemander, parce que pour toi, c'est normal de subir. C'est ce que tu as vécu pendant toute ton enfance. Tu es tout à coup au cœur du trauma et à ta juste place. Enfant, tu as espéré pendant des années qu'un jour les choses changeraient. Tu as espéré que peut-être tes parents changeraient, ta fratrie changerait, la situation de tes parents changerait. Mais rien n'a changé. Et pourquoi rien n'a changé? Parce que c'était ton package de naissance et que tu es né dans cette famille-là. Elle t'a donné la vie avec ce qui fait ton unicité. Mais il y avait dans ce package des caractéristiques, des spécificités. Et c'est pourquoi je t'invite à faire le lien entre les différents partenaires que tu as connus et qui t'ont fait souffrir. Mais je t'invite surtout, lors de ta prochaine histoire, à t'arrêter juste avant le point de non-retour. Crois-moi, tu vas souffrir un peu si tu t'arrêtes au bout de quelques mois, mais en conscience du fait que cet homme-là ou cette femme-là ne peut rien t'apporter et que tu n'as aucun chemin à parcourir avec. Mais ce sera beaucoup moins violent que ce que tu souffriras après, lorsque tu auras passé des années et qu'en plus tu auras tellement dépassé le point de non-retour que tu seras devenu l'ombre de toi-même. Et tu souffriras encore plus et encore plus longtemps si tu es resté trop longtemps. Crois-moi, écoute-moi, fais-moi confiance et prends soin de toi dans les débuts de la relation. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà atteint le point de non-retour dans une relation? Est-ce que tu l'as payé cher? Est-ce que justement tu te méfies maintenant et tu te respectes, tu te fais respecter et tu as évité bien des relations toxiques? Dis-le-moi dans les commentaires, je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le liker s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, en général chaque vendredi.